La nation fera le choix d'investir 30 milliards d'euros dans les secteurs d'avenir, où il faut en matière de recherche fondamentale, recherche appliquée et développement industriel, assumer des investissements massifs de la nation dans les mini-lanceurs spatiaux, dans les biomédicaments, dans les semi-conducteurs, dans les réacteurs nucléaires de 3e et 4e génération, dans la poursuite, là aussi, notre stratégie numérique et du développement des licornes et des plus grandes entreprises du secteur, dans le cloud, le quantique, l'intelligence artificielle et plusieurs autres secteurs. Une ambition économique et écologique qui appuie le retour de la prospérité et du plein emploi sur le localisme, le patriotisme économique et le soutien à nos TPE-PME créatrices d'emplois. Je veux revivifier l'esprit d'entreprise, réhabiliter la valeur travail et réconcilier le travail et le capital par la participation. Voilà, le décor est planté. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, pour cette deuxième heure de notre émission spéciale Faire réussir la France, consacrée au débat économique de l'entre-deux tours, 24 heures avant le débat plus général. Et autour de cette table, pour cette deuxième heure, la ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, bonsoir. Bonsoir. Le conseiller régional Rassemblement National, Thibault de la Tocquenay, l'un des conseillers économiques de Marine Le Pen. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et puis parmi nos chefs d'entreprise ce soir, Laurent Wronski, directeur général d'Hervor, les compresseurs. Absolument. Bonsoir à vous. Et Julien Tuffery, PDG d'Atelier Tuffery, l'inventeur de la voile de jean. C'est ça. Qui a ressuscité un siècle après. Et puis dans le All-Star Game des éditorialistes, je nomme Bertil Bayer et Wilfried Galland qui nous ont rejoints. Et nous allons parler donc souveraineté, compétitivité, relocalisation, le retour de l'industrie en France. C'est l'un des thèmes qui s'est imposé dans cette campagne présidentielle. Thomas Asportas, quelles sont les mesures des deux candidats pour la réindustrialisation? Alors Emmanuel Macron propose une seule baisse d'impôt pour les entreprises, c'est la suppression de la CVAE, un impôt de production qui pèse aujourd'hui 7 milliards d'euros. Mais pour le reste, le président sortant estime que la France a retrouvé son attractivité et donc il prône la stabilité fiscale. Le maintien de l'impôt sur les sociétés à 25%, le maintien de la fiscalité du capital à 30%, c'est la fameuse flat tax, et puis le maintien aussi de la fiscalité du patrimoine avec l'impôt sur la fortune immobilière qui a remplacé l'ISF. Enfin, Emmanuel Macron propose un plan d'investissement public de 30 milliards d'euros dans les filières d'avenir. C'est le plan France 2030 qui a été présenté et voté à l'automne dernier. Et puis, il souhaite aussi favoriser au maximum l'achat local dans la commande publique de l'État. Et alors, du côté de Marine Le Pen, que trouve-t-on dans le programme, Thomas? Eh bien, la candidate du Rassemblement national propose, elle, 3 baisses d'impôts pour les entreprises. 10 milliards d'euros d'impôts de production en moins avec la suppression de la cotisation foncière des entreprises et d'une partie de la C3S. La suppression de l'impôt sur les sociétés pendant 5 ans pour les entreprises créées par des entrepreneurs de moins de 30 ans. Et enfin, la suppression de la fiscalité sur la transmission d'entreprises familiales. Marine Le Pen propose aussi aux Français d'investir dans un fonds souverain français pour financer l'économie française et l'innovation et qui garantit et enfin, Marine Le Pen veut développer l'économie locale avec la mise en place de la priorité nationale pour les marchés publics et le versement de subventions aux entreprises uniquement si elles réinvestissent dans leur territoire. Merci beaucoup Thomas Asportas. On va évidemment donner la parole aux chefs d'entreprise qui sont sur ce plateau. Je commence par vous, Julien Tuffery, PDG d'Atelier Tuffery qui fabrique des jeans, qui a fait le choix du Made in France. Vous produisez vos jeans dans les Cévennes, c'est bien ça? Et qu'est-ce que vous attendez, vous, de cet entre-deux tours? Qu'est-ce qu'on attend? On attend de pouvoir toujours continuer à ce que les chefs d'entreprise, alors là en l'occurrence je parle des petites PME, hein, une entreprise de 26 salariés, à nous permettre de garder notre terreau qui va nous permettre au quotidien de faire ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire créer du dynamisme local, créer de l'emploi, créer une économie, on va dire, de terrain. Et là en l'occurrence, nous concernant, je me plais à dire que oui, on a une entreprise qui a 130 ans et pourtant on est terriblement moderne. Oui, on a une entreprise artisanale et pourtant on est à la pointe de l'innovation. On va voir les images. Et c'est surtout qu'on est, on est au fin fond de la ruralité française, au fin fond de la Lozère. Et aujourd'hui, je pense qu'on fait partie, on a certaines clés pour répondre aux défis écologiques et économiques d'avenir. Et surtout, les petites mains qui font. Je me plais à dire qu'il faut peut-être un petit peu revaloriser toutes ces géniales. J'aime pas petite main, c'est génial le main qui fonde à toutes les manufactures de France. Et bien justement, vous nous avez donné envie d'aller voir Atelier Tuffery. C'est ce qu'a fait Claire Sergent il y a quelques jours.
Il y a 7 ans, quand Julien Tuffery reprend l'atelier familial de confection de jeans, il ne reste que son père et ses 2 oncles dans l'affaire. Ils ne produisent plus que 300 pantalons par an pour les habitués. Avec sa femme, tous 2 ingénieurs, lui chez Veolia, elle dans un groupe alimentaire, il décide de ne pas laisser disparaître le savoir-faire de l'entreprise. Donc on s'est dit, on a 5 ans pour le transmettre, l'amener sur des jeunes générations dans un cadre de management hyper moderne. Ça a commencé par des toutes jeunes personnes comme Clémentine qui sont là, qui sont chefs d'atelier et qui ont capté le savoir-faire de mon père et de mes oncles. Puis après, il y a eu d'autres personnes. Il y a eu Mireille, il y a eu Nadège. Et ce pari-là, on l'a réussi. La famille Tuffery peut disparaître. Le savoir-faire de la maison Tuffery est pérennisé et gardé par toutes ces jeunes générations ici. Une formation en interne complètement autofinancée, Julien Tuffery déplore le manque d'aide sur ce point. En parallèle, il mise sur les filières locales pour le tissage, pour l'approvisionnement en lin, en chanvre. Il mise aussi sur le digital, les ventes en ligne et la communication sur les réseaux sociaux. Tuffery n'a qu'une seule boutique physique à Florac. Et ce qui est formidable avec le web et le digital, c'est que ça a 3 vertus pour nous. Petit 1, c'est que ça annule complètement l'isolement géographique. Vous avez où on est au fin fond des Cévennes, cadre exceptionnel, mais on n'est pas en périphérie de Paris. Petit 2, le web a une vertu géniale, c'est qu'on est visible par tous, tout le temps. Et petit 3, le web a une vertu géniale, c'est que c'est un formidable outil de vente directe. Aujourd'hui, on envoie des jeans partout sur la planète. L'Australien qui nous achète un jean, qui dépense 120 € chez nous, c'est 120 € qui reviennent directement ici. Aujourd'hui, l'atelier Tuffery emploie 26 salariés. Le salaire minimum est de 1 400 € net. L'entreprise réalise un peu plus de 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires et vend 40 000 jeans 100% made in France par an. Alors Julien Tuffery, quelque chose d'absolument extraordinaire dans ce sujet, c'est qu'à aucun moment vous ne revendiquez d'aide d'État supplémentaire. Vous feriez plaisir à Marc Fiorentino qui était sur ce plateau tout à l'heure, qui nous disait que les chefs d'entreprise en attendaient trop de l'État. Vous n'attendez rien de l'État finalement au cours des 5 prochaines années ? Bon, l'État a fait pas mal quand même déjà, parce qu'enfin il faut quand même. Souvent on a cette fâcheuse tendance, cette morosité ambiante qui fait qu'on tape sur la France parce que soi-disant c'est pas un pays pour entreprendre. Punaise, on a complètement vécu l'inverse en fait. C'est quand même un formidable terreau d'entreprise. Bien évidemment que ça pourrait l'être encore plus. Enfin, je veux pas être de trop en faire, mais aujourd'hui c'est un peu ce que je dis aux jeunes, et c'est aussi pour ça, c'est qu'il faut, je pense, avoir aussi ce levier sur l'action, on va dire, psychologique, de dire, c'est assez génial, mon cas à moi, aujourd'hui il y a des dispositifs de transmission, donc en quittant le poste, on a, grâce à Pôle emploi, quand même des aides pour entreprendre. Ensuite, il y a eu pas mal, alors c'est notamment dégagé sur les aides régionales. Il y a quand même pas mal de choses. Après, de toujours tout attendre avant de faire, non, je pense qu'il faut aussi entreprendre. Et si on nous met forcément de l'huile dans les rouages, on fait encore mieux et encore plus. Agnès Pannier-Runacher, je voulais que vous réagissiez effectivement. Le but, c'est de ne pas laisser disparaître le savoir-faire de ces entreprises très précieuses pour le tissu industriel français. Il a déploré quand même le manque d'aide pour la formation. Elle dit dans le sujet s'être débrouillée seule à ce sujet. Alors, c'est un des grands sujets sur lequel le gouvernement a investi ces 5 dernières années, c'est l'apprentissage. Le fait de passer de 250 000 apprentis à plus de 700 000. Et notamment dans l'industrie, il y en avait beaucoup moins. L'apprentissage, c'est beaucoup des métiers de l'artisanat. Oui. Là, vous êtes, je dirais, à la limite entre l'artisanat et l'industrie. Et ce sont des métiers qui ont notamment disparu dans la filière textile. Oui. Et ce que nous avons fait, c'est de recréer des écoles de formation et d'accompagner, de booster l'apprentissage. Ce que nous voulons faire dans les 5 ans qui viennent, c'est de poursuivre ça. On a eu un gros succès sur l'apprentissage. On voit qu'il y a beaucoup à faire sur la formation professionnelle. C'est redonner ces lettres de noblesse à la formation professionnelle, qui a souvent été conçue par nos prédécesseurs comme une voie de garage. Or, il y a, et on le voit dans ce reportage, une dextérité, enfin une qualité de savoir-faire qui vaut bien les métiers intellectuels. Et donc l'enjeu, on s'appuie sur ce qu'on a créé pendant 5 ans, des campus des métiers et des qualifications, où il y a des vraies machines, des vrais plateaux techniques, où on va recruter l'excellence des élèves qui veulent aller vers ces métiers-là. Et derrière, on va donner un coup de booster pour faire en sorte qu'effectivement, ces métiers retrouvent leur lettre de noblesse et qu'ils puissent ensuite aller dans les entreprises qui partout nous demandent des compétences. On est passé d'une situation très rapidement où on détruisait de l'emploi industriel à une situation où on crée de l'emploi industriel à tel point que toutes les entreprises nous disent « j'ai un problème de recrutement ». Donc c'est un problème entre guillemets de riches, mais il faut évidemment faire en sorte de trouver ces compétences
et de former les jeunes. Après, il faut se rendre compte aussi, c'est qu'on est sur des métiers hyper particuliers. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de tailleurs, confectionneurs de jeans autour de chez vous qui recherchent un emploi. Ce sont des métiers qui n'existent pas. Donc après, il y a aussi deux manières de faire. Soit on le fait un petit peu l'industrie textile à l'ancienne, c'est-à-dire un jean, c'est 80 étapes, 80 postes de travail, on forme à l'étape, en 15 jours, c'est réglé. Voilà. Non, on est à l'opposé de ça. Qui veut travailler dans ce type de conditions aujourd'hui? Donc on est complètement à l'inverse. Et chez nous, il y a quasiment 2 ans de formation pour former à ce métier hyper particulier de tailleur-confectionneur de jeans, de maître tailleur-confectionneur de jeans. Mais parce que ça fait aussi partie de cet écosystème de l'entreprise. Si on veut recruter demain, il faut donner du sens à notre quotidien, ça passe par la polyvalence et donc la formation. Alors, puisqu'on parle de réindustrialisation, d'industrialisation, forcément, on va vous donner aussi la parole, Laurent Wronski, directeur général d'Hervor, créé en 1945, situé à Argenteuil, près de 50 de salariés aujourd'hui. Vous faites, on va regarder le reportage, puisqu'on est allé le voir avec Nathan Cocampo. Dernière usine française à fabriquer des compresseurs d'air, des compresseurs qui utilisent l'air qui les entoure pour produire de l'énergie. Hervor exporte 90% de sa production industrielle dans 38 pays. Mais aujourd'hui, la hausse des prix des matières premières inquiète son directeur général Laurent Wronski. Sans avoir un discours catastrophiste, moi j'ai 30 ans d'activité industrielle, je n'ai jamais vu sur des produits de base des augmentations de 250%. C'est pas simplement des métaux dits rares comme le lithium, c'est sur des métaux basiques, sur de l'aluminium, sur de l'acier, sur du cuivre. Et ça rentre dans la composition de tous les organes mécaniques, que ça soit une automobile ou que ça soit un compresseur d'air. L'usine d'Argenteuil consomme beaucoup de gaz, impossible d'envisager des coupures. Nous avons une cabine spéciale qui fait et de la peinture et de l'étuvage. Si on a besoin d'utiliser la cabine 10 heures par jour pendant 5 jours, on ne peut pas répondre à des impératifs de restriction. Donc si demain on nous dit, écoutez, vous ne pouvez utiliser la cabine que 2 heures par jour parce qu'elle est alimentée au gaz, pour nous c'est un vrai problème. En prévision des pénuries, Hervor a réussi à consolider ses stocks, les étagères sont pleines et permettent au groupe de maintenir son activité pour l'instant. Aujourd'hui, on a besoin d'être encore plus souple que d'habitude parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans 15 jours et on a un horizon stratégique qui s'est réduit de manière absolument dramatique. C'est ça, l'horizon qui s'est réduit. Laurent Wronski, vous venez de le dire, la crise sanitaire, les problèmes d'approvisionnement qui en découlent et en plus ce conflit en Ukraine qui remettent le thème donc, de l'approvisionnement, de la réindustrialisation, je vais y arriver, et de la souveraineté au cœur des débats. Est-ce que vous avez vu la situation évoluer favorablement ces dernières années ou même ces derniers mois ? Nous sommes une entreprise qui est résolument ancrée dans la mondialisation. Et donc, on est bien évidemment extrêmement assujetti à tous les chocs exogènes, que ce soit des chocs géopolitiques, pandémiques, etc. Donc, je peux vous dire une chose, c'est que depuis 2 ans, on ne s'ennuie pas. Et que nous, les managers, on gère des choses inédites. Je veux dire, personne n'a jamais géré de pandémie. Personne n'a jamais géré des augmentations de 300% sur des matières premières et personne n'a jamais géré des interruptions de chaînes logistiques. Je veux dire, c'est complètement inédit. Mais je dirais, c'est pour ça que le bon Dieu a créé les managers. Donc nous, on saura le gérer. Et c'est pour ça que je le dis dans le petit reportage, c'est qu'on n'a pas besoin, je dirais, de tendre la sébille à l'État. Ce qu'il faut juste, c'est qu'on soit encore plus agile qu'avant, parce qu'il n'y a pas d'horizon stratégique. Et on ne sait pas quels vont être les problèmes auxquels on sera confronté dans 15 jours. Par contre, je pense qu'on ne va pas s'ennuyer. Alors, on va reparler des propositions de Marine Le Pen. On va d'abord écouter Marine Le Pen. Il va prendre la parole à Thibault de La Tocnay. Moi, mon programme, c'est tout pour les TPE-PME. Eh bien, un chef d'entreprise de TPE-PME, il ne peut pas considérer que mon projet est contraire à ses intérêts. C'est impossible parce que tout est fait pour eux. Que ce soit la politique localiste que je veux remettre en œuvre, que ce soit le patriotisme économique qui fait que les entreprises françaises seront avantagées, évidemment, dans les marchés publics, que ce soit les mesures fiscales qui visent à supprimer la contribution, la CFE, la contribution foncière des entreprises. Eh bien, tout cela, en réalité, est fait pour les TPE-PME. Alors, Thibault de La Tocnay, vous conseillez notamment sur le plan économique Marine Le Pen. Cette priorité que vous affichez comme étant donnée aux PME, de quelle manière concrètement vous envisagez de tenir cette promesse? On entendait par exemple Marine Le Pen parler de localisme, de marché public réservé aux PME. Est-ce que c'est une manière de leur rendre service, de leur allouer un marché réservé, une garde réservée? C'est entre autres une mesure. Ce que je voudrais dire effectivement, c'est que par rapport à Emmanuel Macron, après tout ça se défend, mais d'avoir voulu supprimer comme impôt de production la CVAE, nous on a plutôt choisi la CFE, parce que nous considérons justement que ça favorisera plutôt un peu plus les TPE, PME et ETI. Voilà. Alors maintenant, cette vision,
Bien sûr, je voudrais dire que les grandes entreprises qui font plus de 5000, nous avons encore la chance de les avoir en France. Ce n'est pas du tout de les désigner à la vindicte publique. C'est une chance inouïe d'avoir encore des grands champions industriels qui sont des ensembliers de produits semi-finis et de composants qui sont fabriqués par des PMI et par des ETI. Et c'est celles-là qui ont disparu dans les fameux 10% de PIB industriels qui ont disparu. Les grands ensembliers, on les a encore, mais c'est des colosses au pied d'argile. D'où notre vision de dire... L'avenir du redressement économique passera par plus de PMI et plus d'ETI. Et ce qui est intéressant pour relier ça au localisme, c'est qu'on constate qu'à la différence des grandes entreprises, eh bien 80% des PMI sont en dehors des métropoles. Métropoles au sens large. Et les ETI également, parce que les ETI, donc plus de 250, on va dire en moyenne 500 à 1000 salariés, on pense qu'elles sont dans les métropoles. En réalité, 70% de leurs unités de production sont dans les zones semi-rurales ou rurales. Donc, le projet de Marine Le Pen va de pair avec un projet d'aménagement du territoire qui vise à favoriser, a priori, à investir 4 fois plus dans les zones semi-rurales et rurales, parce que la réindustrialisation se fera par les PMI et par les ETI, qui sont dans leur immense majorité dans ces territoires. Voilà. Bertil Bayer, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a jamais autant parlé de PMI, d'entreprises de taille intermédiaire dans une élection présidentielle, d'impôts de production. Tout le monde sait ce que sont aujourd'hui les impôts de production. Les impôts de production, effectivement, ils sont arrivés dans le débat et de manière, j'allais dire, presque consensuelle, puisque pour le coup, on a des montants qui sont relativement équivalents en plus de ce qui a déjà été fait. Donc ce sujet-là de la fiscalité, étonnamment, il est quasiment, c'est pas le plus brûlant. Ce qui est plus intéressant, je pense, c'est de savoir comment est-ce qu'on arrive à cette relocalisation, cette réindustrialisation. Dans les 2 exemples qu'on a eu là avec les 2 entreprises citées, je trouvais qu'il y avait 2 choses intéressantes. C'est-à-dire, vous avez dit, monsieur, que le numérique était votre ouverture sur le monde. Et c'est ça qui vous permet d'exister dans le territoire où vous êtes, et ça, c'est absolument capital. Ça veut dire que la politique de réindustrialisation, ça veut dire de la 4G, de la 5G, demain de la 6G, de la fibre sur le territoire français. Et je pense que ça fait partie des propositions qu'on entend assez peu liées à cette politique industrielle. Ça veut dire que la politique industrielle, c'est un cadre qui facilite l'activité. Donc, est-ce qu'on est dans la facilitation, dans le cadre législatif assoupli qui permet de se projeter, ou est-ce qu'on est effectivement dans le marché qui est réservé? Deuxième point, c'est l'exportation, c'est-à-dire que l'existence de l'industrie française, alors que ce soit de la TPE, de la PME ou du grand groupe, qu'importe, ça n'existe que s'il y a une projection à l'international, et ça veut dire, je pense, que ça n'existe que si on s'inscrit dans un cadre relativement ouvert d'échanges avec d'autres pays. Wilfried Galland, on en a déjà parlé, on parle beaucoup ici de souveraineté économique. Entre les 2 programmes, on ne parle pas de la même souveraineté économique. En fait, moi ce qui me frappe, effectivement, c'est que c'est un thème qu'on voit apparaître de plus en plus partout. C'est-à-dire que le thème de la souveraineté est un thème qui fait consensus. Aujourd'hui, on dirait, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il faut que la France ou la production soit de plus en plus souveraine? Évidemment, les 2 candidats diraient, mais oui, bien sûr, bien sûr. Toute la question, c'est effectivement, qu'est-ce qu'on met derrière ce terme-là? Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement de voir la différence entre ce terme de souveraineté et 2 termes qui sont assez proches, mais qui, à mon sens, sont très différents, qui sont le terme d'autosuffisance et qui sont le terme d'autarcie. On peut considérer que la Corée du Nord est autarcique, que les États-Unis sont souverains, et que la Russie essaie d'être autosuffisante. Ce n'est pas exactement la même chose. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir effectivement dans les programmes la vision de chacun sur qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme-là de souveraineté pour être capable, pour reprendre les termes de Bertil, de se projeter, c'est-à-dire d'avoir effectivement quelque chose. Dans les 2 programmes, d'ailleurs, c'est intéressant, il y a ce terme de projection, il y a à la fois ce terme de protection et ce terme de projection. Les 2 existent, mais j'ai l'impression que les deux notions recouvrent des choses qui sont finalement des concepts assez différents. Alors, Agnès Pannier-Runacher, justement, on parle de souveraineté française, de souveraineté européenne dans votre programme? Oui, tout à fait. On parle de souveraineté européenne, mais on en parle de manière concrète. D'abord, on a un bilan sur ce sujet-là. C'est-à-dire que lorsqu'on est devenu le premier continent fabricant de vaccins, c'est un bilan où on est parti d'une situation où on était en manque à une situation où nous sommes le premier producteur mondial de vaccins au sens de l'ensemble de l'Union européenne. Et ça, c'est permis par la France, par la Belgique, par les Pays-Bas, par l'Allemagne. Deuxièmement,
on considère que les entreprises industrielles, elles exportent à 75%. Il faut avoir en tête ce chiffre. Donc, Juste toute sur le vaccin, fermeture... ça veut dire que sur le vaccin, par exemple, vous réjouissez qu'on soit le premier producteur en Europe de vaccins. Avec des usines en donc, France. c'est pas grave si Sanofi n'a pas fait de vaccin. Si, c'est grave. Si, c'est grave. Et c'est pour ça que nous avons réimplanté 180 projets, notamment sur les vaccins, mais pas seulement, sur les médicaments, sur les diagnostics. En France, 180 projets de relocalisation. Donc la relocalisation, le fabriquer en France, est évidemment un élément central et de notre bilan et de notre projet. Mais on le fait en ayant conscience que les entreprises, elles ont besoin d'abord de l'Europe pour se développer. C'est un marché de 450 millions de personnes. C'est un grand marché comme celui des États-Unis, comme celui de la Chine. Et les entreprises nous disent, j'ai besoin d'exporter, par exemple, pour amortir le coût de mes machines, pour amortir le coût de l'innovation. Si vous me fermez les frontières, je m'écroule. Prenez une filière, l'aéronautique, 300 000 salariés. Si demain vous fermez les frontières, c'est terminé pour cette filière. C'est pourtant une filière d'excellence où nous sommes parmi les premiers mondiaux avec les États-Unis. Est-ce qu'on veut de ça? Je pense que ce n'est pas du tout la bonne direction. Ça ne veut pas dire qu'il faut être naïf sur les marchés européens et français, mais il faut juste jouer avec les bonnes règles du jeu de concurrence loyale. Thibault de La Touquenay, votre réponse? Oui, 80% de ce qu'on exporte, c'est de l'industrie. Donc, ce n'est pas étonnant que notre balance commerciale soit la plus négative, moins 85 milliards. Ceux qui arrivent encore à avoir une balance commerciale positive, les Italiens, c'est moins bon que l'Allemagne, mais c'est mieux que la France. Il y a un PIB industriel en Italie qui est supérieur au PIB français industriel. Et d'ailleurs, je voudrais dire que dans la zone euro, la France, Madame le ministre, en permanence, perd des parts de marché à l'export. Nous en sommes aujourd'hui à 13%. C'est en baisse depuis 2019. Parce qu'en réalité, je sais, et vous avez été nommé ministre, et c'est une très bonne chose. Mais avant, il n'y avait pas de ministre de l'Industrie, carrément. C'est quand même fabuleux. Il faudrait quand même rappeler que le président Macron n'avait aucune vision sur l'industrie. Vous êtes la Renaissance, c'est tout, depuis 2 ans. Je ne crois pas que ce soit tout à fait exact. L'industrie n'a cessé de baisser depuis 15 ans. C'est faux. Et ça, je suis navré. C'est faux parce que depuis 2017, je vous donne les chiffres très simplement, mais justement, parlons chiffres. En 2017, on recrée l'emploi industriel. Ça n'était pas arrivé depuis 2000. En 2018, on recrée l'emploi industriel net. En 2019, on recrée l'emploi industriel net. Et aujourd'hui, en 2021, vous avez 70 000 offres d'emploi disponibles. Et ce sont pour la plupart des offres d'emploi durables, des CDD de plus de 6 mois ou des CDI, là où il y en avait 40 000 avant la crise. Donc oui, vous avez raison. Nous avons dû faire face à 40 ans d'indifférence par rapport à l'industrie. Mais désolé, moi je suis rentrée en politique il y a 4 ans avec Emmanuel Macron. Donc je pense que pour le coup, s'il y a bien quelqu'un qui a eu le courage de prendre des mesures d'attractivité et d'attirer des investissements étrangers en France et de permettre le redéveloppement de l'industrie, mais également d'accompagner, et c'est ce que nous avons fait dans le plan de relance, une entreprise industrielle sur 3. Une entreprise française industrielle sur 3. C'est ce président de la République. Et ça, c'est concret. Ce n'est pas des paroles à l'air. Parce que moi, je ne sais pas ce qu'on met derrière le localisme. Je ne sais pas. Quelle est la mesure concrète du localisme? Je suis tout oui pour savoir concrètement, est-ce que c'est une loi? Est-ce que c'est une démarche? Est-ce que c'est une réunion du Conseil national des achats? Je ne sais pas ce que c'est. Je sais ce que c'est, en revanche, que les mesures du président de la République, c'est des investissements dans l'innovation, c'est des filières avec des contrats stratégiques des filières, et c'est un bilan. Thibault de La Touquenay, vous avez une réponse? Oui, j'ai une réponse. Bien sûr, c'est notre réponse sur l'aménagement du territoire. C'est une réponse sur la recherche aussi, parce que là, vous allez me dire aussi que vous êtes très bonne. Je suis désolé, nous sommes à 2,2% de PIB. L'Allemagne est à 3,2% de PIB. C'est en constante diminution. Et quand on parle de la recherche publique, c'est pire. C'est à peu près un gros tiers de la DIRD. Et là, c'est en baisse. Donc vraiment, et moi, je voudrais dire également que au niveau, on a baissé les impôts de production, vous avez votre solution sur la CVE, nous on préfère la CFE. Je pense qu'effectivement, maintenant ça suffit au niveau de la baisse des impôts de production. Ce qui manque pour beaucoup de PMI, c'est les fonds propres. D'où notre fonds souverain français et d'où d'ailleurs un rôle de l'État pour expliquer un peu au système bancaire qu'il faudrait qu'il prête un peu plus et surtout qu'il prête en fonds propres aux entreprises françaises. Il y a des études très intéressantes de l'IFRAP qui montrent que les PMI françaises sont parfois
4 fois moins capitalisées que leurs équivalentes allemandes ou anglaises. Et là, il y a aussi des choses qui n'ont pas été faites. Très vite, Laurent Vronsky, et après, on va se retrouver. Oui, je pense qu'on ne va pas se battre sur l'origine du déclin de l'industrie, mais ceci étant, je veux dire, ça fait 40 ans que le tissu industriel français se réduit comme une peau de chagrin. Je rappelle que nous avons eu des grands visionnaires, parmi certains grands patrons, qui nous ont prédit l'usine sans personne, je veux dire, tout digital. Après, on a eu aussi des communes qui sont frappées de l'effet Puma, c'est-à-dire projet utile mais ailleurs. On adore les industriels, mais dans la commune des autres. Donc aujourd'hui, malheureusement, et nos compatriotes s'en sont rendus compte avec un produit aussi banal qu'un masque, que la désindustrialisation, c'est ça. C'est la 6e puissance mondiale qui est capable d'envoyer des satellites, mais incapable de fabriquer des masques. Dernière chose, je voudrais juste parler des impôts de production. C'est un mal endémique. C'est-à-dire qu'il faut savoir que c'est sans doute, dans le panthéon des impôts imbéciles, sans doute l'impôt le plus bête. Parce qu'on commence à payer de l'impôt alors même qu'on ne fait pas de profit. Et vous avez des communes, et moi j'appartiens à une commune, où on a eu des impôts de production records. Et quand on a supprimé la taxe professionnelle, elle s'est réincarnée. Oui. Alors elle s'est réincarnée en 2 impôts. Et ça, c'est un vrai tue-l'amour pour les industriels. Julien Tuffery, vous voulez réagir ? Alors c'est sûr que là, on est forcément au milieu de ces joutes de chiffres. Enfin, on est parfois un peu éloigné parce que sur le terrain, et ce qu'on attend vraiment aussi, je pense que Laurent le dira aussi, c'est une espèce aussi de contexte bienveillant, de contexte qui nous apporte aussi l'envie d'entreprendre. Et je pense qu'on est quand même un pays extraordinaire où on a la quantité de jeunes que l'on trouve qui ont envie, qui ont des idées, qui sont fourmillants, je veux dire, et Laurent l'a très bien dit, on passe notre temps à nous adapter. Il y a énormément de possibilités. Simplement, quand on est dirigeant d'une petite PME, franchement, on n'attend pas que ça tombe tout seul. Juste, créez-nous un contexte favorable sur lequel on va avoir confiance, on va s'éclater, on n'aura pas peur de former 2 salariés, mais vu qu'on a eu un petit peu de baisse de charge, en fait, on va en prendre 4. Et c'est toute cette espèce de cercle vertueux qu'il faut un peu renclencher, parce que cette névrose permanente, qui en plus, par des éléments exogènes, ça ne nous aide pas beaucoup. Et bien justement, parfaite transition pour la dernière partie de cette émission. Dans 2 minutes, on va parler emploi. Je vous rappelle que 12% des 15-29 ans sont encore sans emploi ni formation. On va parler d'emploi et du programme des 2 candidats dans 2 minutes. BFM Business présente Faire réussir la France avec Sandra Gondouin et Christophe Jacubizine. Et le débat économique de l'entre-deux tours, c'est maintenant, c'est sur BFM Business. Il est 19h33, nous sommes avec la ministre de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher, le conseiller économique de Marine Le Pen, Thibault de la Tocquenay, et avec nos chefs d'entreprise qui sont première loge forcément sur BFM Business, Laurent Vronsky, directeur général d'Herbor, et Julien Tuffery, PDG d'Atelier Tuffery, et puis bien sûr Wilfried Galland et Berthilde Bayer, nos éditorialistes. Alors vous avez dit qu'on allait parler d'emploi, mais bon, on a beaucoup de sujets à traiter. On va rester quand même un petit peu encore sur le thème de la réindustrialisation, des impôts de production. Vous avez dit que vous ne vouliez pas aller plus loin, Thibault de la Tocquenay, sur la baisse de ces impôts de production. J'aimerais vous demander pourquoi, parce que par rapport par exemple à l'Allemagne, on a quand même besoin de les baisser au maximum. Et puis après, j'aimerais avoir la réaction des chefs d'entreprise qui sont ici. Non, j'ai voulu dire qu'il y avait aussi d'autres problèmes que les impôts de production. Donc le manque de fonds propres, une recherche qui n'est pas suffisamment boostée, une formation professionnelle ou un apprentissage. Et effectivement, il y a des appels d'air qui ont été constatés sur l'apprentissage, mais c'est encore largement insuffisant, d'où notre double chèque formation en direction de l'apprenti et de l'entreprise pour, sur le long terme, augmenter encore l'apprentissage. On est encore à la moitié du chiffre allemand. Donc ce que j'ai voulu dire, il y a d'ailleurs encore, vous voyez, j'ai tort dans la mesure où on a proposé également comme diminution d'impôts de production la C3S, mais seulement sur des zones de relocalisation. Alors elles seront comment ces zones de localisation? Elles seront définies en accord avec les comités de filière. D'ailleurs, je me permets de dire que je constate qu'il y a 19 comités stratégiques de filière, mais je ne comprends pas pourquoi on n'a pas encore défini des sous-filières. Parce que si on veut sauver la filière de l'aéronautique, il faut comprendre qu'est-ce qu'il faut sauver comme sous-traitants. On ne peut pas les sauver tous. Donc je pense quand même que là, il y a quelques manques. Et sur les branches professionnelles également, qui doivent être de plus en plus mises à contribution, je voudrais savoir où en est la fameuse réforme qu'avait lancée M. Valls et qui n'est pas encore finalisée, car les branches professionnelles en France ne sont pas suffisamment en ordre de marche, et ça devrait être pour vous, Madame le Ministre, un interlocuteur privilégié. Vous voyez qu'on a une vision tout à fait complète de ce que doit être l'État stratège et avec qui il doit pouvoir
travailler. Donc ce que j'ai voulu dire simplement, c'est que la problématique des impôts de production n'est pas du tout la seule problématique pour réindustrialiser. C'est tout ce que j'ai voulu dire. J'ai envie de vous poser la même question d'ailleurs, Agnès Pannier-Runacher, parce que vous avez fait 10 milliards de baisse d'impôts de production, vous allez faire 7 milliards de plus si Emmanuel Macron est réélu, mais on est loin effectivement de l'écart de 70 milliards d'euros avec nos amis allemands par exemple. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas plus vite et plus loin? Alors, déjà, nous proposons une baisse de 7 milliards d'euros de la CVAE. Pourquoi la CVAE? Et pourquoi 10 milliards d'euros la première fois? Parce que cet impôt profite à 60% au secteur industriel. Et notre enjeu, c'est effectivement de faire en sorte que les entreprises qui sont le plus exposées à la concurrence internationale puissent rattraper le plus leur écart de compétitivité. Deuxième levier, c'est la simplification. C'est ce gouvernement... Alors, la France a une législation complexe, notamment sur les installations classées, c'est-à-dire tout ce qui est autorisation pour une entreprise industrielle de commencer à fonctionner, on le sait. Mais nous avons passé plusieurs textes pour simplifier et faire en sorte que les procédures administratives permettent aux entrepreneurs, et vous l'avez dit, c'est ce petit coup de pouce qui vous permet, vous, de porter vos projets, de développer l'activité et l'emploi. Et nous allons continuer en ce sens parce que c'est un enjeu majeur en France. Et ça, c'est de la compétitivité qui ne coûte pas cher. Et puis, je constate une chose, hein, il y a beaucoup de propos dans votre bouche, et c'est très bien, sur l'industrie. Il n'y a pas grand-chose en réalité dans le programme de Marine Le Pen. Lorsque vous allez sur le site de la candidate d'extrême droite, vous constatez que vous avez un propos sur le bien-être animal, sur l'écologie, sur le numérique, sur l'agriculture. Il n'y a rien sur l'industrie. Rien. Et peut-être je pourrais effectivement vous conforter sur le fait, par exemple, que les filières, elles ont une représentation, évidemment, des sous-traitants. Oui, mais elles sont vous avez représentées. défini les sous-filières, si je puis me permettre? Si, c'est-à-dire les métiers qu'il faut sauver. Sûr, vous avez une gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences dans chaque filière, par exemple. C'est-à-dire, il faut prendre tout ce qui a été fait, hein, et je comprends que c'est compliqué lorsqu'on n'est pas dedans. Mais pour être très précise, voilà, simplification, impôt de production, parce que ça va faire plus rapidement sur la partie industrielle, et le levier des marchés publics. Ensuite, notre enjeu, c'est de continuer à baisser les impôts de manière générique, c'est-à-dire de ne pas reprendre d'une main les baisses d'impôts qu'on aurait données. Je rappelle que ce gouvernement, pour la première fois depuis une bonne vingtaine d'années, a baissé massivement les impôts. 26 milliards pour les entreprises, 26 milliards pour les ménages, et en particulier pour les classes moyennes et les personnes modestes qui travaillent. Pourquoi? Parce que ça permet l'investissement derrière. Beaucoup d'entreprises me disent, ces baisses d'impôts, c'est autant que je réinvestis dans mon appareil de production. Donc c'est très clair. On va donner la parole justement à nos deux chefs d'entreprise. Laurent Wronski. Alors moi, je pense que la simplification est un enjeu majeur. Donc Madame la Ministre a dit que c'est une mesure qui ne coûtait pas très cher. Je pense qu'elle ne coûte rien du tout. Oui, sûr. Et par contre, tu le sais comme moi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'appareil normatif, la transposition du droit européen dans le droit français, et là-dessus les Français sont champions du monde, puisqu'on a toujours tendance à en rajouter. Je veux dire, tout ça, c'est pas simplement désagréable à faire, c'est que c'est absolument considérable. Et ça, si vous voulez, c'est la partie de l'iceberg que l'on ne voit pas. Et là, on a un très très gros travail à faire. Et justement, moi, ce qui m'intéresserait, je veux dire, la proposition n'est pas française, mais je veux dire qu'avant d'introduire une nouvelle loi, on en détruit deux autres. Alors, il y a des bonnes intentions, mais je veux dire que si déjà on se tient à ça, je vous garantis qu'on va améliorer la rentabilité et l'agilité des entreprises. Parce que, et j'en termine par ces propos, comme on n'a pas d'horizon stratégique, on ne sait pas ce dont demain sera fait. La dernière chose dont on a besoin, c'est d'avoir à faire le marathon de Paris avec les chevilles attachées. Donc plus on va nous rendre la vie simple, et plus on pourrait réagir vite et bien. C'est toujours imagé, ce que vous dites, Laurent Wronski. Julien, tu fais une réaction? Je ne suis pas à la hauteur sur les métaphores, mais non, mais totalement raccord sur cette histoire. D'abord, c'est super, baisse d'impôts quand même. Il faut saluer ce qui est saluable, c'est qu'on est passé en 5 ans de 36 et des brouettes à 25 aujourd'hui. Et vous l'avez dit, c'est immédiatement réinvesti. C'est-à-dire que et puis même, du coup, il y a un effet exponentiel de ce qu'on a gagné. Ce que je disais, c'est pas un salarié qu'on a formé, c'est 3. Parce qu'on se sent aussi dans ce contexte. Et pour ajouter, donc là, on parle de la baisse d'impôts. Donc la dernière ligne du bilan. Comme le dit Laurent, c'est bien de remonter dans le bilan et de simplifier. Nous, aujourd'hui, un exemple, on est en train de tripler nos locaux, donc nos locaux de production. Je ne vais pas vous faire l'étalage de toute la complexité administrative pour faire ça. Quel enfer! Il faut vraiment le vouloir. Et qu'est-ce que c'est dommage, parce que plus vite on le fera, plus vite c'est des machines à coudre qu'on aura achetées, donc plus vite c'est des électriciens du coin, parce que c'est que des artisans locaux. C'est un impact
vraiment immédiat. Encore une fois, j'en reviens à simplification. Mettez-nous dans un contexte favorable. Et après, on fera notre métier. Après, on sera flexible, on sera agile et on répondra à des enjeux de demain. Et on peut regretter qu'effectivement, les députés représentés à l'Assemblée nationale aient voté contre ou n'aient pas été présents pour ces votes de simplification. Donc ça, c'est concret. On ne peut pas dire d'un côté des choses et ne pas les faire. Les candidats d'extrême droite n'ont pas simplifié. Bertie Bayard. Oui, l'enjeu de simplification, moi, il me paraît absolument fondamental. Effectivement, c'est à la fois une irritation permanente pour les chefs d'entreprise en particulier, mais pour les citoyens au sens large. Et on sent bien qu'on cherche encore la bonne méthode pour y arriver et qu'on ne l'a pas encore assez trouvé. Ou en tout cas, il y a vraiment des sujets sur lesquels il y aurait énormément d'efforts à faire. Et vous disiez tout à l'heure, Laurent Wronski, qu'on avait aussi le sujet du ce que vous appeliez l'effet Puma. On a ce sujet aussi qui est que la réindustrialisation, votre activité, monsieur, c'est très bien, les jeans, c'est une petite entreprise, etc. Mais il faut aussi penser gros sites éventuellement polluants ou en tout cas avec des pollutions intégrées. Et comment est-ce qu'on fait pour expliquer aux Français qui ne veulent plus forcément d'éoliennes, etc., qu'on va faire une mine de lithium dans le Limousin, qu'il faudra faire des gros ensembles industriels. Comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à convaincre les Français de les accepter chez eux? On ne pourra pas réindustrialiser non plus si on n'arrive pas à ça. On va changer un petit peu de thème, avancer un petit peu, notamment on va continuer sur les impôts, mais sur la fiscalité en général. Emmanuel Macron, qui dans son programme prévoit de faire évoluer la succession, on l'écoute et on en parle juste après. Les droits de succession seront modifiés pour prendre en compte l'évolution des prix de l'immobilier en ligne directe en passant de 100 à 150 000 l'abattement, mais surtout en tenant en compte la transformation des familles, des usages, des pratiques, et en créant un abattement pour ligne indirecte, pour les neveux, nièces, petits-enfants et enfants de conjoints. Alors, impôt sur les successions pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises. Votre proposition, elle est aussi singulière au Rassemblement national. Oui, c'est dans le cadre du pacte du trade qu'on pourrait réactualiser. C'est une exonération à 100% des droits de succession à condition de conserver quand même l'entreprise 10 ans. Donc, parce que justement, une autre problématique de la réindustrialisation, c'est aussi de sauver toutes ces entreprises qui vont être transmises. Et là, je crois que vous serez d'accord, Madame le ministre, tout le monde dit, et je ne vous accuse pas du tout en particulier, qu'il y a pas assez de capital transmission et qu'il faut renforcer, c'est le rôle, je sais que vous avez été à la Caisse des dépôts, il faudrait que la Caisse des dépôts intervienne au niveau des fonds d'investissement pour qu'ils ne fassent pas seulement du capital développement. Le capital transmission, c'est capital, c'est le cas de le dire. Et puis il y a aussi un autre domaine, une autre phase qui est vraiment négligée par le capital risque français, c'est le capital création et le capital amorçage. Moi, j'ai été chef d'entreprise toute ma vie, j'ai fait des levées de fonds, mais heureusement qu'il y avait les business angels, parce que les fonds d'investissement, ils m'ont dit on viendra au 3e tour, au 4e tour. Entre-temps, j'avais revendu mon entreprise. Donc voilà, il y a un réel problème. Je crois qu'il faut prendre à bras-le-corps ce problème de la transmission d'entreprise. Il y a bien sûr lancé la réindustrialisation, mais il faut au moins transmettre les joyaux qui nous restent de notre économie industrielle. Alors, est-ce que, oui, parce que finalement, vous êtes un contre-exemple, sur le coup, Julien Tuffery, sur la transmission, parce que vous avez quelque part repris une entreprise qui avait échoué, mais vous l'avez complètement... vous n'avez pas bénéficié d'un dispositif de reprise particulier. Non, mais là encore, qui avait échoué, qui n'avait pas échoué, qui s'était... là encore une fois, c'est très facile aujourd'hui, en 2022, de gonfler le torse en disant que c'est génial, le Made in France, tout ça. Il y a 15 ans, personne n'en parlait. Personne n'en parlait. Pareil, c'est un des secteurs, le secteur textile, qui a subi, quand même, entre les années 80 et 95, il y a plus de 90% de l'industrie textile française qui a disparu. Donc, pas échoué, plutôt qu'il y a eu, grâce à la troisième génération, celle de mon père, les oncles, qui ont gardé ce petit joyau. Mais là, c'est pareil, on a été confronté encore une fois à cette lourdeur administrative de reprise d'entreprise qui a été quand même très, très costaud. Et encore une fois, c'est une histoire de contexte favorable, je ne veux pas répéter, mais de simplification. Parce que forcément, si l'entreprise a été menée, j'ai souvent l'habitude de dire que dans une entreprise, chaque génération, finalement, apporte sa pierre à l'édifice. Et pareil, et c'est ce que je dis aux jeunes, souvent, quand je suis en école de commerce à les tables rondes, je leur dis, alors forcément, tous les jeunes à l'école de commerce veulent devenir entrepreneurs riches et célèbres très vite. Et je leur dis, mais juste, regardez dans votre ruralité, regardez dans vos campagnes, il y a des petites pépites d'artisanat géniales, des petites entreprises... 3, 4, 5, 10, 20 salariés qui demandent que à être dépoussiérés. Et voilà, et on est l'exemple de ça. Nous, aujourd'hui, c'est notre réussite, notre humble petite réussite, c'est le mariage du métier de mon arrière-grand-père avec juste les moyens de la Startup Nation, quoi. Alors, c'est ça qui est juste génial. Encouragez ça.
La transmission d'entreprise, Agnès Pannier-Runacher? Alors sur la transmission d'entreprise, vous savez qu'avec la loi Pacte, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais aujourd'hui il est possible de transmettre son entreprise avec 5% de fiscalité, c'est-à-dire un pourcentage de fiscalité très réduit. Et donc on peut toujours aller plus loin, mais je crois qu'on a fait une partie du travail et on a également facilité ces pactes du travail. Moi j'ai été à l'origine du plan Nation ETI, du plan pour les entreprises de taille intermédiaire. Ça n'avait jamais été fait avec. On l'a fait avec le président de la République, précisément pour accompagner ces entreprises familiales d'une taille importante qui sont au cœur du processus et d'emploi, et de production, et d'exportation en France, et pour leur faciliter la vie. Et dans les points sur lesquels ils nous ont demandé de travailler, il y avait effectivement le pacte du travail et on a satisfait leurs demandes. Il y a un sujet de fonds propres. Alors je ne pense pas que les banques prêtent des fonds propres, mais c'est pas très grave. Leur fonds d'investissement adossé. Et il y a effectivement un fonds souverain, il s'appelle la BPI, ça s'appelait d'ailleurs, lorsqu'il a été créé, le Fonds stratégique d'investissement, c'était peut-être un terme qui rappelle plus cette origine. Donc celui-là existe et il fait des fonds propres pour les entreprises. Mais effectivement, vous avez raison, c'est-à-dire qu'il faut orienter les fonds propres vers les entreprises. C'est le principe des fonds Tibi, qui aujourd'hui, on a orienté 6 milliards d'euros vers les entreprises, en particulier les start-up. Ce n'est pas suffisant. Les start-up, ce n'est pas que du numérique, hein. C'est des industriels, vous l'avez dit d'ailleurs. C'est aussi des pépites industrielles qui ont besoin de beaucoup d'argent pour acheter les machines et pour commencer à produire. Et donc, quelle que soit, je dirais, la taille de l'entreprise, lorsqu'on est dans le monde industriel, on a besoin de temps et on a besoin de beaucoup de capitaux pour acheter les machines, pour produire. Et là, on doit continuer à travailler pour attirer l'épargne des Français. Mais on ne peut pas le faire en faisant un livret A ou l'équivalent d'un livret A. Parce que garantir 2% de retour sur investissement, comme vous le proposez, dans le cadre, en orientant l'épargne des Français, je pense qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre proposition. Nous avons orienté 6 milliards d'euros déjà et nous allons continuer vers les fonds propres des entreprises. Alors Laurent Vronsky, vous êtes directeur général d'une entreprise familiale. Alors c'est une problématique qui vous interpelle, j'imagine. Oui, alors moi je suis la 3e génération, mais regardez, il y a quelque chose d'intéressant ce soir, c'est qu'on est 2 industriels. Et on est chacun dans des métiers qui n'ont rien à voir, et on est chacun le dernier des Mohicans dans notre secteur. Et ça, je pense que quelque part, c'est pas un hasard. C'est vraiment le reflet de ce qui se passe dans l'industrie française. Je rappelle que dans les compresseurs, vous avez les Suédois, les Américains, et vous, dans le textile... Il y a quelques très jeunes marques là, qui sont montées et qui font des choses géniales, Mais oui, l'air comprimé, je veux dire, l'air comprimé, bon, je veux dire que je ne vais pas faire un cours à l'antenne, mais il y a de l'air comprimé dans tous les process industriels. Je veux dire que jusque dans les centrales nucléaires et les navires de guerre. Donc c'est vraiment un savoir-faire qu'on doit conserver en France. Maintenant, il y a une chose, pour conserver ce savoir, il y a quelque chose qui ne peut pas être, je dirais, voté dans un Parlement, c'est avoir envie. Bon. Et ça a été ton cas, ça a été mon cas. Bon. Et nous, on a eu envie de reprendre des entreprises. Et pour qu'on ait envie de reprendre des entreprises, il ne faut pas que ça soit un tue-l'amour. Il ne faut pas que ça soit un tue-l'amour, il faut que les choses soient simples. Alors, il y a évidemment des problèmes de financement. Et effectivement, je rappelle quand même qu'il n'y a pas si longtemps, il y a 4-5 ans, quand vous alliez demander des financements pour agrandir une entreprise industrielle, en clair, on ne déchaînait pas les passions. Alors que si on était dans le digital, c'était différent. Donc je pense que ce dont nous parlons ce soir, la création de l'écosystème, de faire un environnement qui soit simple, de faire un accès au financement qui soit simple, de se dire qu'est-ce que je vais devoir vendre comme bijoux de famille pour pouvoir reprendre l'entreprise de mon père, je veux dire, tout ça contribue à donner envie. Wilfried Galland, on va un petit peu résumer la situation sur la réindustrialisation, sur les difficultés qui sont rencontrées par les entreprises. Ce que vous nous dites, c'est qu'effectivement, il y a la fiscalité, la simplification, tous ces problèmes-là, mais il faut aussi créer un écosystème autour de ces entreprises qui soit favorable à leur retour. En fait, je pense que c'est ce qu'on sent en fait autour de ce plateau. C'est-à-dire qu'il y a la nécessité d'alléger l'environnement, globalement. Il y a cette nécessité, on emploie beaucoup le terme de simplification, mais globalement, d'alléger ce qui est perçu comme étant une espèce de chape à la fois réglementaire, parfois fiscale, administrative, simplement parce qu'on n'arrive pas, en tout cas l'impression que j'ai, c'est qu'on n'arrive pas à créer cette espèce d'économie de la confiance. C'est-à-dire que régulièrement, il y a la nécessité d'avoir un contrôle, et un contrôle a priori, voire quand vraiment on est extrêmement confiant, a posteriori. Mais il n'y a jamais cette volonté de laisser complètement l'entrepreneur se développer avec cette volonté. Et je reprends ce que disait Gaspard Koenig, qui voulait, avec son parti simple, effectivement, alléger complètement. Il avait un projet, il disait il faut faire comme Portalis.
C'est-à-dire il faut faire comme Portalis au début du 19e siècle, c'est-à-dire prendre toutes les normes, les jeter à la poubelle et recréer quelque chose de simple en l'espace de 100 pages. Alors peut-être que l'ambition est probablement un peu trop forte, mais en tout cas, je pense que cette vision de l'administration qui doit être globalement totalement au service et faire d'abord confiance plutôt que chercher à contrôler, c'est véritablement quelque chose qu'on sent énormément autour de ce plateau. Alors pour terminer cette émission, on va parler de l'emploi, parce que le chômage a baissé, 7,4%, mais les candidats promettent le plein emploi. C'est notamment le cas d'Emmanuel Macron, qui pour cela veut réformer l'assurance chômage et l'adapter au mouvement de la conjoncture, créer un guichet unique, France Travail, c'est ça, Agnès Pannier-Runacher, puis conditionner le versement du RSA à une activité. Alors ça a un peu évolué pendant la campagne. Non, ça n'a pas évolué. En fait, on revient à l'esprit du RMI. Pour ceux qui se souviennent, le RMI de Michel Rocard, c'était revenu minimum d'insertion avec une politique d'insertion qui devait permettre de mettre le pied à l'étrier aux personnes éloignées de l'emploi. Mais quand on dit ça, ça veut dire qu'on considère que ceux qui sont aujourd'hui au RSA ne font pas l'effort de retrouver un travail ? C'est pas une question d'effort. C'est une question de proposition d'insertion. Prenez le cas d'une femme qui s'est arrêtée de travailler ou assez peu travaillé pour élever ses enfants, qui se retrouve en situation de divorce, comme malheureusement ça arrive à 40-45 ans, et qui va se présenter devant un employeur. L'employeur lui dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait ces 20 dernières années ? Qu'est-ce que vous avez fait ces 20 dernières années ?» Elle n'a rien à mettre sur son CV. Et donc, pour pouvoir... Elle ne peut pas prétendre à une assurance chômage. Donc ça, vous lui promettez que lors du prochain quinquennat, l'État lui proposera une formation, un emploi. C'est ce qu'on fait sur le contrat engagement jeune. C'est d'avoir du sur-mesure pour les personnes qui sont en situation de précarité et de répondre. Ça peut être des sujets de formation. Il faut, lorsque vous cherchez un emploi, se présenter, préparer un CV, ne serait-ce que même s'orienter dans les différentes possibilités d'emploi, c'est compliqué pour beaucoup des Français qui sont concernés par ça. Ça peut être des activités qui permettent justement de valoriser des compétences ensuite. Lorsque vous pouvez faire valoir que pendant 15 heures, vous avez eu un travail qui correspond à des compétences de travail en équipe, des compétences de rigueur, des compétences de contact client, alors c'est beaucoup plus facile de trouver un emploi. Et c'est ça que nous disons avec 15-20 heures par semaine, pour permettre à ces personnes de revenir dans l'emploi. Alors on rappelle que c'est très concret, je veux dire, on n'est pas dans le monde des idées ni des anathèmes de l'extrême droite. On rappelle que la part des 15-29 ans sans emploi ni formation était toujours de 12,2% au quatrième trimestre de l'année 2021. Les propositions de Marine Le Pen en la matière, la fin du travail détaché, l'aide à l'embauche d'apprentis ou d'alternants et l'expulsion des chômeurs étrangers de longue durée. C'est là-dessus, sur ces propositions, que vous voulez vous concentrer ? Oui, j'ai déjà parlé du double chèque formation pour développer l'apprentissage. On proposait également d'exonérer d'IS. Alors c'est en quelque sorte une extrapolation, une amplification du dispositif Jeune Entreprise Innovante à tous les moins de 30 ans qui créeraient une entreprise et qui auraient d'exonérer d'IS. Mais sur le plein emploi plus généralement, je voudrais dire que on peut toujours, ça dépend quelle est la définition, mais évidemment, si on ne considère que la catégorie A, effectivement, on peut espérer que ça s'améliore encore et qu'on arrive à quelques centaines de milliers de chômeurs de la catégorie A si tout va bien. Mais si je puis me permettre, ce serait quand même plus normal, plus honnête de dire que le nombre de chômeurs, c'est les catégories A, B et C. Et là, on est encore à 5 508 000 en février 2022 et on est le double de l'Allemagne. Alors pour terminer et pour montrer que je suis vraiment dans le sujet, je voudrais juste lancer une dernière idée. Et là, que nos amis qui dirigent des entreprises, des PMI, veuillent bien m'excuser. Je vais passer à un échelon. Moi-même, je n'ai dirigé toute ma vie que des PMI, voire des ETI. Je voudrais aller plus haut et dire que la réindustrialisation, ça passe aussi par des très grands projets. Et là, pour le coup, effectivement, il faut sans doute s'allier avec d'autres pays européens. Je veux parler de l'électronique. Et là, c'est effectivement quelque chose qu'on a loupé. Le président Giscard d'Estaing a reconnu, un peu avant sa mort, qu'il avait eu tort de ne pas soutenir la filière électronique. On le sait. C'est pour ça qu'on est en dehors de tous les mastodontes de l'électronique. Et je pense qu'il est temps de recréer des usines de masse de fabrication de semi-conducteurs et de microprocesseurs. Et d'ailleurs, la profession
a montré le chemin aux politiques, puisque Syntec a proposé, avec les professionnels européens, de prendre 145 milliards sur les 750 milliards de plans de relance européens pour refaire quand même des usines qui pourraient concurrencer Intel et le sud-est asiatique. Eh bien, moi, je pense que la France devrait se battre pour que ces unités de production qui coûtent quand même à chaque fois 10 milliards ou 20 milliards, c'est pour ça qu'on change d'échelle, ce serait quelque chose qui donnerait beaucoup d'emplois, beaucoup de richesses et en plus qui contribuerait, c'est une brique supplémentaire à une réelle réindustrialisation, car l'électronique, ça donne les microprocesseurs et c'est les cerveaux de tous les équipements électromécaniques. Julien Tuffery, pour revenir sur cette thématique et cet objectif du plein emploi, de l'emploi. Non, du coup, merci de nous y amener dessus. Alors, je déplore juste que ce soit le dernier point parce que, moi, pour le coup, je l'aurais mis en premier parce qu'une entreprise. Mais vous en aviez parlé tout à l'heure, oui, c'est vrai déjà. Une entreprise sans ses salariés, en fait, on fait pas grand-chose. Et c'est aussi pour ça que nous, on a une situation qui est un peu difficile parce que là, forcément, à grands coups de programmes plutôt assez techno, on a du mal à se dire que nous, il y a une espèce de schizophrénie un peu ambiante où on veut tous, forcément, vous avez beaucoup parlé de ce patriotisme économique, de ce fameux plein emploi, de tout ça. Mais ça pourra se faire. Et là, en l'occurrence, je parle du textile. Aujourd'hui, en 2022, on ne met pas quelqu'un derrière une machine à coudre comme on le faisait dans les années 70. Donc nous, on est obligés, chefs d'entreprise, d'être hyper innovants sur la manière de former, sur la manière d'apporter du bien-être au travail, sur la manière d'intéresser ses salariés. Et notamment sur les... Pareil, on a beaucoup parlé, on parle beaucoup de CV, de choses comme ça. Mais juste la quantité de personnes en France qui ne sont pas capables d'écrire un CV, une super lettre de motivation, et qu'on fait quoi? On les laisse sur le bord du chemin, alors que c'est des gens qui sont pleins de bon sens, qui sont génialement innovants. Et c'est là où, pour le coup, on a aussi besoin de tout ce réseau de petites entreprises. Et là encore, ne faites pas le boulot à notre place. On saura recruter. Même, nous, en l'occurrence, on ne regarde pas les CV. Juste, c'est un entretien, savoir-être, savoir-vivre, envie d'apprendre. Et derrière, on peut construire, mais alors des filières entières, et le textile en est la preuve. Laurent Bronski. Oui, justement, moi je pense que tout ce qu'on vient d'évoquer, il y a plein de bonnes idées autour de cette table. Finalement, peu importe la couleur du chat, donc il attrape des souris. Donc, moi, ce que je pense... Deck Xiaoping, ça reste une base. Voilà, merci. Oui, le mais ce qui est important, vous voyez, il y a un thème finalement qui est vachement important, c'est qu'il y a du partenariat public-privé intelligent à faire. Et la crise, la pandémie que l'on a traversée a montré que quand on met... Alors là, ça s'est fait dans l'urgence. Quand on met du privé et du public et qu'on réfléchit de manière intelligente, on arrive à des trucs intéressants. Sur l'emploi, et tu le sais très bien, je veux dire, c'est aussi aux industriels de rendre leur métier attractif. Bien sûr. On ne peut pas uniquement se retourner vers l'État et de dire pondez-nous l'aide A, pondez-nous l'aide B. Donc là, il y a un vrai travail à faire pour mettre autour de la même table, et pas de façon très dirigée et dirigiste, le monde du privé, sans tabou, sans totem, et le monde du public. Et on fera des trucs géniaux. Marc Fiorentino aurait été content d'être à cette deuxième heure de l'émission qui était moins étatiste que la première. Merci à tous les six et à l'ensemble des participants de cette émission spéciale Faire réussir la France qui nous ont permis, donc, vous six notamment et les six précédents, de comparer les programmes économiques de Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Passez une très bonne soirée sur BFM Business. À très vite. Et bon vote dimanche. Faire réussir la France sur BFM Business.